L'objectif de cette séance est d'envisager, d'évoquer l'engagement, le degré d'engagement des communautés. Et c'est Liliane Hatcham qui sera la modératrice de cette séance. Elle travaille depuis 14 ans à des programmes de sensibilisation communautaire. Elle est également responsable d'un réseau qui a pour but de développer les réseaux dans l'Est, le Sud et l'Ouest de l'Afrique et de donner notamment accès aux femmes. Et l'établissement de ce réseau est particulièrement important pour les femmes ougandaises en leur permettant d'utiliser au mieux et de tirer le meilleur parti de ces réseaux communautaires afin de permettre un développement plus équitable et durable de ces communautés. Je donne la parole à Liliane Hatcham. Merci, Joséphine, de cette présentation. Et merci d'avoir présidé cet hommage au chef Kariuki. Au nom du comité de programme, bienvenue à tous à cette séance. Nous allons évoquer les différentes méthodes et expériences qui ont été utilisées pour assurer l'appropriation des communautés par rapport au réseau et leur permettre de s'engager dans le développement des réseaux de façon inclusive. Donc, n'hésitez pas, pendant les présentations des différents intervenants, à poster vos commentaires et vos questions. Tous les intervenants pourront répondre aux questions par le biais du Q&A pod également. Aujourd'hui, les intervenants représentent 3 pays. Nous avons un représentant de Zenzeline en Afrique du Sud et puis un représentant de Tanzanie et enfin une représentante de Namibie. Je voudrais vous présenter chacun des intervenants et ensuite je les inviterai à présenter leurs expériences propres sur le terrain. Sol Luca de Tena, j'espère, dit l'oratrice, que je prononce correctement son nom. Sol est la présidente, la PDG par intérim des réseaux de Zenzeleni en Afrique du Sud. Il s'agit de développer les réseaux communautaires dans cette région d'Afrique. Elle dirige différents projets qui tentent de remédier à la fracture numérique dans ces communautés et dans le monde. Elle a plus d'une décennie d'expérience dans la gestion stratégique de projets dans le domaine du développement de réseaux et également sur l'impact social et les politiques, les stratégies sur la meilleure façon d'utiliser les technologies pour répondre aux défis sociaux et communautaires.
Ensuite, il y a Madame Gillian Beverly Bock, qui a un diplôme d'enseignement supérieur. Elle a travaillé en tant qu'enseignante pendant 27 ans. En tant que présidente du comité de développement de communauté en Namibie. Actuellement, Gillian est coordinatrice de projet dans le réseau de Namibie, dans le réseau communautaire de Groot Aoub. Ensuite, nous avons Jabera Matogoro, qui est docteur et qui a reçu une récompense de l'ISOC en 2020. Il est responsable de l'Alliance des réseaux communautaires de Tanzanie et utilise l'espace blanc qui utilise l'espace blanc de la télévision. Nous sommes ravis également de le recevoir aujourd'hui. Donc, en commençant par vous, Monsieur Matogoro, pourriez-vous nous parler des réseaux communautaires en termes de localisation des services que vous proposez? Est-ce qu'il s'agit d'une communauté offline? Est-ce que c'est une communauté qui est en ligne? Combien avez-vous d'utilisateurs finaux? Donc, des informations en caractère général, s'il vous plaît, en 1 minute, dites-nous, donnez-nous des informations sur vos réseaux. Merci. Liliane, je me présente, Jabera Matogoro. Je travaille CEO de l'Alliance des réseaux communautaires de Tanzanie et je voudrais. Il s'agit du premier RC à utiliser l'espace blanc de télévision. À Kondoa, nous avons testé cette technologie, ce qui nous a permis de connecter un certain nombre d'étudiants, d'enseignants. En ce moment, le RC est déconnecté et off. Et nous attendons du gouvernement qu'il mette en vigueur un certain nombre de réglementations. Nous sommes situés à environ 130 km de Doha. Les utilisateurs bénéficient d'une connexion Internet, mais nous menons également un certain nombre de programmes, de projets pour les communautés de Kondoa. Merci, Jabera. Nos meilleurs vœux pour l'avenir de la connexion avec vos communautés. Maintenant, Sol, voulez-vous bien nous parler de vos réseaux communautaires? Merci, Liliane. Oui, vous avez très bien prononcé mon nom. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui. Je parle des réseaux de Zenzeleni qui fonctionnent dans l'Afrique du Sud rurale. Zenzeleni est né d'un lien entre un membre de la communauté qui avait fait l'expérience d'être mal servi par les TIC et un étudiant doctorant qui avait une expérience des TIC. Donc, nous sommes nés vraiment de la difficulté des communautés
communautés qui étaient insuffisamment servies. La plupart des gens en Afrique du Sud n'ont accès qu'à des paquets très limités et beaucoup plus coûteux qu'ailleurs. Donc, nous sommes partis de modèles qui servent plusieurs communautés à partir de 85 points de connexion et par le biais de lignes dédiées à des petites entreprises locales et d'autres organisations et depuis peu à un hôpital. Donc, dans les réseaux Zenzeleni, nous avons deux objectifs. D'abord, une connexion abordable et durable. Et puis, il s'agit également de catalyser les écosystèmes ruraux. Il faut que la connexion réponde à leurs besoins. Je voulais partager une diapositive, voilà, avec quelques informations factuelles. Voici, donc je voudrais me pencher aujourd'hui sur l'aspect humain. Pour la plupart des réseaux commutateurs, c'est ça qui est important. Mais pour terminer mon introduction, en tant que présidente de ce réseau, je dois mettre en relation la communauté et avec les secteurs d'activité. Il s'agit de répondre précisément à la réalité de ces communautés et de lui donner accès à toutes les opportunités qui existent dans la localité. Voilà, merci pour l'introduction. Merci, Sol. J'ai eu le privilège d'être témoin de votre travail et nous serons très heureux d'en entendre parler davantage pendant le reste de la séance. Maintenant, Gillian, voulez-vous bien parler du réseau communautaire de Groot Aub en Namibie? Oui, désolée. Lilian, bonjour à tous. Je m'appelle Gillian Beverly Bock. Je suis coordinatrice du réseau communautaire de Groot Aub en Namibie. Nous sommes à 50 km de la capitale Windhoek. Le réseau en est à sa phase de démarrage et sert environ 70 ménages, foyers, soit environ 80 personnes, essentiellement des écoliers de la communauté. Il s'agit de connecter la communauté par le biais d'Internet, car il y a un problème de communication entre les membres de la communauté. Donc, et puis, le deuxième objectif, c'est d'établir un lien Internet. Nous sommes en lien avec les autorités locales pour avoir accès à un FAI local, pour avoir une bande plus large. Donc, nous n'en sommes
pas au point de développement des réseaux de sol, mais nous espérons que nous allons pouvoir nous développer. Merci beaucoup, Gillian. J'ai eu le privilège de travailler avec vous pour l'établissement de ce réseau communautaire et c'est votre engagement avec l'appui de votre équipe qui a permis de mettre en place ce réseau communautaire. Donc, merci à tous. Merci aux intervenants de leur présentation initiale, de nous avoir donné une idée générale de vos réseaux locaux. Et maintenant, nous allons entrer un peu plus dans les détails. Et Sol, je voudrais commencer par vous. Nous avons de nombreux réseaux communautaires qui sont créés dans toute l'Afrique à l'heure actuelle, mais une récente étude publiée par l'ISOC montre que 12 sur 37 de ces réseaux deviennent rapidement inactifs. Et sur les 25 actifs, soi-disant, eh bien, une bonne partie ne sont que partiellement actifs. Pour moi, le réseau de Zenzeleni est un des réseaux communautaires les plus actifs qui se consacrent à toutes sortes d'activités. Et pour moi, cela montre qu'il y a un engagement effectif des communautés et que c'est absolument essentiel pour le succès des réseaux communautaires. Donc, au nom de tous ceux qui souhaiteraient démarrer un réseau communautaire, pour tous ceux qui voudraient démarrer quelque chose de nouveau, pourriez-vous nous dire, nous expliquer pourquoi est-ce que c'est essentiel que la communauté soit engagée pour le succès des réseaux communautaires et quels sont les rôles des parties prenantes? À vous, Sol. C'est une très bonne question. Et ma première réponse, c'est de demander pourquoi est-ce que nous faisons ceci. C'est quoi le but de notre travail? Donc, pour moi, le but, c'est de créer l'accès équitable aux services qui est très important dans cette quatrième révolution industrielle. Il faut être capable d'utiliser les TIC parce que le prix de n'avoir pas cet accès, c'est l'égalité élargie. Donc, pour moi, l'objectif est de résoudre cette division entre les connectés et les non connectés. Et donc, le but, c'est de créer cette équité numérique dans les communautés. Donc, je pourrais dire que dans les communautés sans la connectivité, il y a aussi des problèmes d'électricité, il y a des problèmes des accès aux compétences numériques et le manque des opportunités créées par les TIC. La plupart de ces communautés ont aussi des réalités économiques très dures. Et vous avez aussi les cadres de réglementation des technologies de télécommunications. Et c'est créé une situation où les technologies informatiques sont
centré sur les centres urbains. Donc, pour moi, ce n'est pas seulement une division de technologie, mais c'est une division en tant que réalité vécue. Donc, ça, c'est pourquoi nous avons nos visions. Nous sommes conscients des réalités des communautés et des réalités du monde de TIC. Donc, pourquoi est-ce que les communautés sont au centre de nos travaux? C'est qu'il faut être le catalyste des développements des agences. Et c'est seulement la communauté qui peut faire ça. Les acteurs externes ne peuvent pas changer les réalités dans la communauté. Il faut être conscient des aspirations, des buts des membres de la communauté. Et c'est eux qui doivent être le moteur de changement. Et c'est la communauté qui comprend leurs défis d'infrastructure et de TIC. Et c'est eux qui sont conscients de toutes les barrières qui se présentent pour eux. Et c'est eux qui doivent être le moteur de changement. Et chaque communauté a des défis uniques. À mon avis, l'efficacité des réseaux communautaires, c'est qu'ils s'adaptent aux besoins des gens. Ce n'est pas question d'avoir les attentes que les gens dans la communauté vont s'adapter, mais c'est les réseaux communautaires qui doivent s'adapter aux besoins des membres de la communauté. Chaque pays a des parties prenantes très différentes. Et je peux partager un peu la structure de Zenzeleni pour illustrer ce que je dis. La communauté, c'est le cœur de notre travail. La communauté, ce n'est pas un groupe homogène, c'est un groupe qui change. Mais on peut parler des parties prenantes communautaires. Mais il faut aussi travailler avec le secteur de télécommunications pour avoir l'accès à l'Internet, pour savoir les bonnes pratiques. Il faut aussi travailler avec les organisations gouvernementales. Et pour moi, ces acteurs publics et privés sont les parties prenantes dans le secteur de la télécommunication. Et c'est ce groupe de parties prenantes, ils sont très nécessaires, ils sont déjà établis, bien établis. Et pour eux, le mesure de succès, c'est de tirer des profits. Donc, les intérêts de la communauté sont opposés des intérêts de la secteur de la télécommunication. Et ça, c'est pourquoi on a développé un autre groupe de parties prenantes, c'est le pont entre les communautés et le monde de télécommunications. Pour eux, nous avons créé une entreprise qui joue ce rôle, qui est la liaison entre les universités, les coopératives, les experts dans la réglementation de télécommunications. Donc, c'est nous qui donnons le nom de Zenzeleni Community Network aux acteurs qui gèrent les fournisseurs de l'accès à l'Internet. Ils travaillent dans la communauté Mankosi et une autre communauté aussi, et ils servent les villages autour. Et ils sont gérés par la compagnie Zenzeleni. Et c'est cette compagnie qui s'occupe de l'infrastructure et des questions de business d'affaires. Ils sont responsables pour les points de connexion.
mais les décisions sont faites par les communautés et par les coopératives. Les coopératifs sont élus par les communautés. Ils représentent les gens qui sont déjà bien respectés par les communautés autour. Mais notre compagnie à but non lucratif, c'est cette compagnie qui fait le pont entre toutes ces parties prenantes. Nous offrons de l'expertise aux coopératives pour assurer la réglementation, pour leur offrir de leadership, pour harmoniser les questions de l'économie formelle et l'économie informelle. Il offre aussi des renseignements aux communautés pour aider la prise de décision. Et cette compagnie a un autre rôle qui est la combinaison des biens en commun. Nous pouvons donc acheter de débit pour créer les efficacités de marché. Parce que les coopératives individuelles ne peuvent pas acheter d'accès à cette échelle. Mais nous ne pouvons pas décider de comment les coopératives vont agir. Mais en tant que PDG de Zenzeleni à but non lucratif, mon rôle, c'est d'assurer que nous sommes toujours guidés par les besoins des communautés. Et en même temps, nous voulons soutenir les communautés d'avoir l'accès aux opportunités pour renforcer leur réseau. En ce qui concerne les succès des réseaux communautaires en Afrique, il faut que ces réseaux s'adaptent toujours aux besoins des communautés. Il faut avoir un modèle qui s'adapte aux gens que nous servons. Et la communauté va changer, l'environnement va changer. Il faut donc que les réseaux communautaires suivent ces changements aussi. Et donc, la route des réseaux communautaires vers le secteur de la télécommunication, c'est une route qui est toujours en pleine évolution. Merci. Merci beaucoup, Sol, pour votre expertise. Je suis sûr que nous allons revenir sur ce point plus tard. J'ai déjà quelques questions. Tout ce que vous avez partagé, c'est que la gestion par la communauté, c'est un point primordial pour les réseaux communautaires qui veulent survivre. Et tous les gens qui veulent démarrer une réseau communautaire doivent considérer ce point en tant que point primordial. Nous avons aussi M. Matagoro. M. Matagoro, un des défis que nous avons vu pour l'établissement des réseaux communautaires en Afrique et surtout au Maroc, c'était le manque d'enthousiasme pour cette idée. Parce que l'idée d'Internet est une idée très nouvelle aux gens et donc c'était un travail assez dur au commencement. Donc, cette idée d'utiliser l'espace blanche du signal de télévision est une idée très attirante. Donc, quelles sont les complexités de cette innovation, surtout pour l'introduire à une communauté qui n'est pas habituée à la technologie? Pour eux, cette technologie est très nouvelle. Ils n'ont pas de compétences en ce qui concerne la technologie. Et donc, comment introduire cette technologie dans cet scénario? À vous, M. Matagoro.
Merci pour cette très bonne question. Pour répondre à cette question, j'ai grandi dans un village qui s'appelle Namerambaro. Et là, de trouver un radio, l'électricité solaire, c'était très difficile. Beaucoup de personnes n'avaient pas allé à l'école, mais ils pouvaient utiliser le radio, l'électricité solaire. Donc, quand j'ai débuté mon engagement dans cette technologie, le premier point, c'est pour faire que c'est la communauté qui identifie les technologies qu'ils veulent utiliser. Et mon premier point de contact, c'était Fabien. Fabien était très connu à Kondoa pour l'installation des télévisions et la restauration des télévisions. Quand j'ai parlé à Fabien avec mon master's de la technologie, j'avais pas d'expérience de grimper sur le tour pour résoudre les problèmes des télévisions. Mais j'ai vu que cet homme qui était là à Kondoa avait déjà fait beaucoup d'expérience avec l'équipement de télévision. Donc, il y a déjà des gens dans la communauté qui sont capables de faire ces choses technologiques. Il ne faut pas avoir un doctorat pour créer de l'accès à l'Internet Wi-Fi. Donc, la plupart des cas, c'est de travail routine, c'est de travail simple que tout le monde peut maîtriser. Et c'est le travail simple à enseigner aussi. J'ai vu aussi beaucoup de questions sur la fonction question-réponse qui parle de l'expérience technique sur la technologie de télévision. Je ne veux pas entrer dans les détails techniques pour les ingénieurs, mais de votre question, Lydiane, je voudrais élaborer un peu sur le spectre de télévision. Avant les radios FM, nous avions les radios AM. Et cela a couvert une zone géographique très large. Et donc, le radio FM ne peut pas toucher une zone aussi large que le radio de modulation d'amplitude. La plupart d'entre nous sont conscients que, en ce qui concerne les fréquences de radio, il y a la technologie de Wi-Fi qui s'opère à 4,4 GHz et 5 GHz. Nous avons fait de l'expérience sur la technologie mobile aussi, qui s'opère entre 900 et 1800 GHz. Donc, dans cette gamme, dans ce spectre, il y a deux groupes. Le premier groupe, c'est les fréquences brutes. Le deuxième groupe, nous avons les fréquences basses et les fréquences hautes et les autres fréquences. Donc, entre 4,4 et 5,8 GHz. Et nous avons ces fréquences, mais votre téléphone peut s'opérer dans les autres fréquences comme 3 GHz.
Donc, ces fréquences sont les hautes fréquences. Les hautes fréquences ont une signal très bonne, mais c'est un signal assez faible. Pour les fréquences basses, nous sommes conscients que l'ITU, c'est l'organisation qui harmonise les spectres internationaux. Nous avons des organisations locales aussi. Ici à Tanzanie, nous avons une organisation nationale qui harmonise l'utilisation des spectres. En Tanzanie, la télévision numérique doit être utilisée entre environ 470 kHz. Donc, le spectre des fréquences basses ont des caractéristiques très fortes et ce spectre est très répandu dans le territoire. Ils ne peuvent pas pénétrer les arbres, ils ne peuvent pas passer les arbres. Donc, la force de la fréquence dépend du nombre d'obstacles entre vous et l'antenne. Le signal peut être touché par les obstructions, par les problèmes les problèmes géographiques. Mais quand on met les bas fréquences sont beaucoup mieux répandus dans la Terre parce qu'ils sont moins touchés par les obstacles, les arbres, la géographie et tout ça. Normalement, nous utilisons le signal à 2,4 GHz, mais les autres fréquences ont de bons signaux, mais ils sont touchés par les obstacles, par les arbres, par la géographie. Mais moi, je travaille avec l'espace blanche de la signal de télévision depuis 7 années. Ces signaux ont leurs caractéristiques uniques, spécifiques. Si vous avez le temps, vous pouvez nous rendre visite. Nous avons eu un problème où il y avait une forêt entre l'antenne et un autre lieu qui voulait avoir l'accès à l'Internet. Mais à cause des caractéristiques de propagation de signal de télévision, nous pouvions pénétrer cette zone avec le signal de télévision parce que c'est un signal qui ignore les obstacles. Si vous utilisez le signal Wi-Fi normal, il faut avoir une espèce de répétition de signal dans l'obstacle. Donc, cette technologie de télévision, c'est très utile pour notre réseau communautaire. Et notre réseau communautaire, c'est le premier d'utiliser cette technologie d'espace blanche dans le signal de télévision. Je remercie beaucoup à Internet Society pour leur donation de finances qui nous a donné de l'équipement et cela a changé la situation en Tanzanie. Et avec ça, on pouvait réduire la division numérique. Merci, M. Matagoro, pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Je vous encourage de continuer à répondre aux questions que je vois dans la fonction questions-réponses.
Et maintenant, nous avons le troisième orateur, Gillian. Gillian représente un réseau communautaire tout neuf. Et c'est le réseau Grootup. Ce que j'aime beaucoup, c'était que ce réseau a démarré, a été commencé en tant qu'un projet de recherche à une personne. Cela a commencé il y a 6 ans. Vous avez vu des problèmes techniques et maintenant, vous avez vraiment démarré. Gillian a 3 tours qui sont érigés pour servir la communauté. Et c'est les tours qui sont séparés par 1 kilomètre. Donc, est-ce que vous pouvez parler de votre expérience de 2014 et de cette expérience? Quelles sont les leçons que vous avez apprises de votre problème technique? Quels étaient les défis et quelles étaient les actions de soutenir le réseau? Moi, je pense que c'est important de vous raconter un peu notre histoire. Comme vous avez dit, c'était un réseau d'un tour, d'un point d'accès pour servir un lycée. Et c'était juste pour laisser les élèves à compléter le travail d'école. Et entre 2014 et 2018, c'était un réseau qui a souffert beaucoup de problèmes techniques. Donc, nous avons reçu un peu d'aide d'aide financière. Et nous avons reçu de fonds pour servir les femmes dans les zones rurales pour leur donner une augmentation de compétences numériques, pour augmenter leur standard de vie. C'était juste un réseau d'un point d'accès. C'était un réseau avec seulement un point d'accès jusqu'à 2018. Et maintenant, nous avons 3 tours et nous allons ériger 2 tours de plus dans l'année à venir. Nous avons vu beaucoup de défis et un grand défi que nous avons vu en 2018, c'était le manque de communication et le manque de conscience dans la communauté. On avait des gens qui habitaient à côté des étudiants qui n'ont pas compris ce qui est l'accès à l'Internet. Donc, il fallait entrer dans la communauté pour faire un engagement. Nous avons fait une campagne d'information. Nous avons allé de maison à maison à maison pour les 10 000 habitants de ces villages. Nous avons fait de travaux locaux de maison à maison. Je suis très heureux que j'avais un partenaire avec qui j'ai travaillé. Et c'était une femme qui était le professeur dans cette étape d'avoir un point d'accès. Et nous avons travaillé très étroitement. Nous avons fait un projet de recherche pour
trouver l'état de communauté, le statut de leur utilisation des technologies. Nous avons essayé de trouver les avantages et les désavantages de la communauté. Et cette professeure a fait une très bonne recherche pour nous. La communauté n'était pas connectée et nous avons donné de l'information à chaque maison. Nous avons donné de l'information aux écoliers, aux élèves. Et de ce point, je suis connu dans la communauté parce que je suis né ici, j'ai grandi ici, je travaille ici en tant que professeur pendant plus d'une vingtaine d'années. Donc, j'ai identifié 3 zones pertinentes. Et puis, je suis allé à toutes ces zones pour faire des réunions avec des membres de la communauté pour leur informer de la nature du projet. Et c'est un travail d'élargir la conscience de projet, un projet de publication. Ces séances avec la communauté s'avéraient très utiles. Donc, pour nous, ces réunions étaient très importantes parce qu'il y a des gens qui habitent dans des zones spécifiques. Donc, d'aller de zone à zone, cela nous a permis d'inclure tout le monde. Et tout le monde était pour notre projet. Et la plupart des gens voulaient voir quelque chose qui se passe. Et comme ça, tout le monde était conscient du projet et était pour le projet. Et en ce qui concerne la deuxième phase du réseau, c'était une phase de donner de la force, du pouvoir à la communauté. Il n'y avait pas de femmes décideurs. C'était toujours les hommes qui ont mené le projet. Donc pour moi, il fallait trouver des femmes leaders. Et donc, j'ai créé des groupes de femmes. Et de ces groupes, j'ai trouvé les femmes qui peuvent être des leaders de projet quand le projet aurait reçu de fonds monétaires. J'ai établi ces groupes de travail pour des femmes. Et les femmes sont maintenant des membres de réseaux communautaires. Et ces groupes de femmes qui vont opérer le réseau de jour à jour. Comme je l'ai dit, nous avons travaillé avec un certain nombre de partenaires. Après les groupes de femmes, nous sommes passés à une phase de formation des utilisateurs finaux. Pour former les membres de la communauté au fonctionnement
de divers dispositifs afin qu'ils puissent se connecter. Il y a une entreprise locale qui est devenue un de nos partenaires et je voudrais les remercier parce qu'ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Et nous avons formé alors plus de 80 femmes à l'utilisation des technologies pour accéder à Internet. Et puis ensuite, pour qu'elles puissent diffuser, partager l'information. L'entreprise nous a également aidé à mettre en place un panneau solaire. Dans la communauté où j'ai grandi, il y a très peu de femmes qui sont formées à ces techniques. Il y a également une autre entreprise qui nous a aidés en matière de formation commerciale donc, ce qui nous a permis de former un certain nombre de femmes. Et ensuite, il nous a fallu demander une licence. Il nous fallait avoir une licence des autorités, donc nous avons effectué une demande. Et on nous a dit qu'il fallait d'abord que nous soyons inscrits, enregistrés en tant qu'ONG, et ce n'était pas le cas, donc nous l'avons fait. Que nous avons appelé cette ONG Vibrant Community Network. C'était également un réseau en quelque sorte et ainsi nous avons inscrit, nous sommes inscrits en tant qu'ONG. Et ensuite, nous avons dû attendre une réponse à notre demande de licence et en mars de cette année, eh bien, nous avons obtenu cette licence. Nous avons obtenu un financement, mais limité et par conséquent, nous n'avons pas pu employer de grosses entreprises pour mettre en place, installer nos mâts. Donc, nous avons utilisé des petites entreprises très locales et nous n'avions pas de matériel très élaboré de type grue, etc. Mais quoi qu'il en soit, ces mâts ont pu être érigés et il a fallu ensuite installer l'équipement correspondant. Les mâts ont été érigés pendant le confinement. Ce qui signifie que, évidemment, la participation de la communauté a été très limitée pendant cette période. Comme je l'ai dit,
Il y a environ 1 km² de rayonnement, de couverture qui sert les communautés locales. Le réseau n'a que 3 mois d'existence et donc il continue à se développer. Mais étant donné que les communautés sont conscientes des aspects positifs de ces technologies, eh bien, elles se sentent très engagées et veulent faire en sorte que cette initiative soit un succès. Cette plateforme permet au réseau à la communauté de Groot Hoop de se faire connaître, d'établir des liens avec d'autres communautés. Et ça, c'est très important. Merci aux individus et aux organisations qui nous ont aidés à établir ce réseau communautaire. Je vous remercie également. Merci, Gillian, de cette présentation très détaillée. Vous avez dû développer des compétences, vous avez dû obtenir l'assentiment des communautés et c'est votre persistance à cet égard qui a fait votre succès et nous vous souhaitons bien davantage encore de succès à l'avenir dans les liens que vous souhaitez établir avec les autres communautés et nous serons très heureux d'en avoir des nouvelles à l'avenir de ce développement. Bien, nous passons maintenant à la deuxième partie de la séance, à savoir la séance questions-réponses. Étant donné le temps qui nous est imparti, nous allons privilégier les questions inscrites au titre de Q&A. Et nous aimerions que les intervenants y répondent dans l'ordre, s'il vous plaît. Puis si il reste du temps, eh bien, vous pourrez intervenir directement, vous les membres du public. La première question, je l'adresserai à Sol. Elle est la suivante. Je crois que c'est une question qui a trait aux finances, à l'aspect financier. D'où vient le financement des RC et comment avez-vous créé l'initiative? En répondant à cette question, Sol, vous pourriez peut-être en 1 minute maximum évoquer les complexités auxquelles vous avez été confrontés lorsque vous avez apporté ces technologies à une communauté qui ne s'y connaît pas vraiment en TIC. C'est difficile de répondre en 1 minute, mais vous remarquerez que j'ai déjà répondu à un certain nombre de ces questions dans le Q&A. En ce qui concerne les communautés, j'ai mentionné les 2 coopératives de Seine-Zélenie, mais nous avons également aidé d'autres coopératives et effectué des projections. Et il en ressort que dans les communautés mal desservies, mal connectées et manquant d'autres services,
là où les personnes ont des besoins économiques critiques, il n'est pas viable pour ces communautés que pour procurer leur propre technologie. Nous essayons de trouver des financements pour le réseau naissant à sa création, parce que mais ensuite il faut pouvoir maintenir le réseau en question. Donc, pour moi, il faut un modèle qui soit un modèle de vente de services pour que le réseau puisse être entretenu, maintenu, et bien sûr à des prix très bas. Mais je dirais que les services partagés, soit le soutien d'exploitation des communautés, ça peut être durable à partir de revenus. Et je crois qu'à l'avenir, c'est ce qu'il faut faire, parce que ces services partagés créent davantage d'efficacité puisque ça permet d'établir davantage de coopératives en suivi. Lorsqu'il y a plusieurs coopératives qui partagent ces services, et bien ensuite elles peuvent développer et entretenir le réseau à partir de leurs revenus. John Dada en a parlé et d'autres également de cet obstacle. Les responsables de réglementation en Ouganda ont fait ce qu'il fallait, mais ce n'est pas le cas dans les autres pays. La formation, le développement de compétences, la sensibilisation. Par exemple, nous installons un hub de TIC. Tout ça, ça provient de financement de base, la contribution de bénévoles également. J'espère que j'ai répondu à la question dans le temps limité qui m'était imparti. Merci. Merci, Sol. Oui, vous avez effectivement répondu à ces questions. Et cela permet également de répondre à une autre question sur le financement qui vous était adressée. La question suivante de Touahir, il voudrait savoir pour l'essentiel, la structure. Est-ce que quelqu'un souhaiterait répondre à la question de Touahir? Oui, je pourrais essayer d'y répondre, s'il vous plaît. Allez-y. Il faut l'engagement de la communauté pour établir un RC. Ça ne doit pas être une initiative individuelle. Nous appelons donc tous les groupes et membres, tous les différents groupes, y compris les groupes vulnérables des communautés, tous doivent participer à l'établissement du RC. Merci, Jabira Matogoro, de cette réponse brève. Mais il y a une autre question qui vous est adressée. Monsieur Mohamed Kamara, est-ce que
Est-ce que vous voulez dire que plus la fréquence est élevée, plus c'est une question assez technique sur la fréquence. Est-ce que vous pourriez essayer de répondre en moins d'une minute et de façon pas trop technique, s'il vous plaît? I would also request a show up on the slide from your end so that I can combine these two questions because there was also another question. Il y avait également une autre question. Si je pouvais revoir ma diapositive, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, plus la fréquence est élevée, moins il y a de couverture. Et plus les fréquences est faible, plus la couverture est large. En ce qui concerne l'architecture, la structure, vous voyez que nous avons 3 antennes, un mât avec 3 antennes. Et donc, il y a une transmission en UHF vers les établissements scolaires. Et dans l'établissement, à partir du CPE, nous avons le point d'accès Wi-Fi normal et nous pouvons donc avoir accès à l'Internet en utilisant le système, le dispositif Wi-Fi. Oui, vous voyez que nous sommes partis de coopératives et nous avons donc Kondoa, Kasulu, que vous voyez ici sur la carte, Pimwe, Nyassa et Tarim, grâce au soutien de l'ISOC, la Fondation Mozilla et d'autres organisations. Merci. Merci, Monsieur Matogoro, d'avoir répondu à cette question. Nous sommes toujours dans la Q&A room et il nous reste 10 minutes. Donc, nous allons pouvoir continuer à répondre à quelques questions. Et ensuite, nous parlerons des mailing lists, des réseaux communautaires. Gillian, avez-vous un site Internet où nous pouvons trouver des informations? C'est une question de Jean Louis, qui est une représentante du Cameroun. Oui, j'ai écrit une réponse. Nous n'avons pas de site pour le moment. L'intervenante est interrompue et donc nous n'entendons pas son intervention. Sa connexion semble interrompue. Bien, nous avons perdu Gillian, donc pour le moment. Mais la réponse pourra être rédigée et partagée pour le groupe.
Pendant que Gillian essaye de se reconnecter, nous pouvons prendre la question suivante. La question suivante. Pour le projet de communauté du Kenya, comment pouvons-nous avoir plus d'informations sur ce projet démarré par le chef? Je peux répondre à cette question. Nous pouvons Vous pouvez accéder au site de afchix.com. Je tape l'adresse URL en ce moment même, donc vous pourrez voir cela dans la chat room. J'ai inscrit l'URL de afchix.org. Je crois que Gillian est à nouveau parmi nous. Donc, Gillian, vous pouvez peut-être terminer de répondre à... Oui, je suis revenue. J'ai répondu dans la boîte Q&A. Je n'ai pas encore de site Internet, mais j'ai mis mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter et je serai très heureuse de partager des informations de cette façon. Merci, Gillian. Bien, nous pourrions peut-être donner la parole à une personne qui lève la main. Laissez-moi localiser cette personne. Il s'agit de Massine. J'ai déjà posé ma question dans la boîte Q&A et j'ai obtenu la réponse, mais je voulais dire... So I have a question, is there going to be a follow-up email with the recording? Est-ce qu'il y aura un mail suite à cette séance avec un enregistrement de sorte que je puisse réécouter la séance parce que malheureusement, je n'ai pas pu assister à toute la séance. Oui, il y aura un enregistrement qui sera effectivement envoyé et vous pourrez le réécouter en replay par la suite. Bien, la question suivante est une question de Hammond. Quelles sont les solutions innovatrices, produits, innovations, start-up qui ont été développés dans ces communautés? Autrement dit, quel est l'impact de ces réseaux communautaires sur l'activité économique? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples pour chacun des réseaux? Yes, Raylan, thank you. I can speak on that. Maybe from my experience from Kondoa Community Network. En ce qui concerne mon expérience du réseau communautaire de Kondoa, alors, atteindre les communautés, c'est une chose, mais la deuxième, il y a autre chose, c'est un défi aussi, c'est d'obtenir des contenus. Okay, thank you for that. Merci. Bien entendu, il faut qu'il y ait une raison
ou des raisons pour lesquelles les communautés vont revenir pour utiliser les technologies. Alors, ça peut effectivement être un site Internet à caractère commercial pour présenter les produits de la communauté. Il faut qu'il y ait une raison d'être pour ce réseau communautaire et sa pérennisation. Il y a ensuite une question de Touahir. J'ai compris que Zenzelini fonctionne en tant que coopérative. Comment avez-vous réussi à obtenir ce statut-là? Sol? Touahir, pourriez-vous élargir, pourriez-vous dire exactement ce que vous entendez par cette question? Zenzeleni, c'est 3 entreprises, dont 2 coopératives, et chacune opère à l'intérieur d'une communauté, mais soutiennent les deux. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Pourquoi des coopératives ou comment est-ce que nous sommes arrivés à cela, à ce modèle-là? Mais si vous voulez bien préciser votre question par écrit, eh bien, je peux parler du lien entre le statut juridique, c'est-à-dire si on choisit une société à but non lucratif ou une société à responsabilité limitée ou une coopérative, tout cela dépend de l'accès ou pas à des exemptions en matière de licence. Il se peut qu'il y ait des licences qui puissent être réinterprétées en fonction de l'outil juridique dont on se sert ou que l'on sélectionne. Ça n'est souvent pas envisagé comme facteur critique, mais si on n'a pas de licence, on ne peut pas fonctionner légalement. Donc, si on utilisait la structure commerciale comme véhicule dans certains pays, par exemple, on met l'accent sur le développement rural ou sur les entreprises sociales. Si on peut s'appuyer sur ces voies-là, c'est-à-dire pas des solutions technologiques, mais des solutions des facteurs d'impact dans les communautés, eh bien, c'est certainement quelque chose à quoi il faut avoir à l'esprit. Je ne suis pas sûre que ce soit ça qui soit à la base de la question de toi, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Bien. Je voudrais dire que, en ce qui concerne les questions auxquelles nous n'avons pas répondu, eh bien, il faudrait les ajouter à la chat room et à la mailing list. En 30 secondes, je demanderai aux intervenants de faire leurs dernières remarques. En commençant par vous, Sol, s'il vous plaît. J'étais en train d'écrire. Je voudrais juste exprimer ma gratitude aux organisateurs et en particulier à l'ISOC et l'APC parce que ces organisations jouent un rôle essentiel dans le soutien du mouvement des RC par le biais de ce sommet et d'autres activités. Ce sommet est vraiment un excellent forum d'échange d'idées. Donc, merci beaucoup. Et je voudrais également féliciter les organisateurs qui s'adaptent à cette période difficile et qui se mettent en ligne et
et notamment d'apporter également un service d'interprétation pour les régions francophones. Donc, merci, thank you et félicitations. Merci, Sol. Je voudrais inviter Matogoro également 30 secondes. Voulez-vous bien faire vos dernières remarques? Merci Gillian, merci Lilian, pardon, et les organisateurs du sommet. Le réseau communautaire, c'est l'approche durable et équitable pour connecter les communautés mal desservies. Si l'on s'en tient aux compagnies de technologie en direct, eh bien, ça prendrait au moins encore 50 ans. En passant par les communautés, eh bien, nous pouvons atteindre ces communautés mal desservies beaucoup plus tôt que cela. Merci. Jaber Amatogoro. Gillian, en moins de 30 secondes, s'il vous plaît, donnez-nous également vos dernières remarques. Je voudrais remercier les organisateurs, les autres intervenants également. C'était ma première participation au panel et ça a été excellent. Il est important pour les RC de pouvoir se développer et d'atteindre de nouvelles communautés. Nous avons des réseaux communautaires à différents stades de développement. Donc, il serait excellent d'avoir une plateforme où nous pouvons échanger et tirer parti de nos expériences respectives. Nous ne devons pas travailler de façon isolée, mais collectivement. Merci. Merci à tous. Cette séance a été excellente. Nous en avons tiré de nombreuses leçons. Nous avons beaucoup partagé et je voudrais maintenant rendre la parole à Joséphine. Rendre la parole à Joséphine pour clore cette séance. Merci Liliane de cette excellente modération, présidence de séance. Cette séance a en effet été extrêmement intéressante. Et comme l'a dit Gillian, c'est important effectivement de continuer à développer notre mouvement d'échange d'informations afin de développer également les RC. La prochaine séance aura lieu le 5 novembre. Et il s'agira de parler de financement public pour les réseaux communautaires. Nous verrons comment les RC sont financés, comment ils ont été financés par le passé, souvent par le biais de subventions, et d'explorer les sources de financement de l'avenir pour les RC. Je voudrais remercier nos intervenants, Sol, Matogoro et Gillian. Merci à Lilian, qui est membre du comité directeur, mais qui a été la modératrice aujourd'hui. Nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions en direct, mais les intervenants ont pu le faire et pour le faire par écrit. Merci à tous les participants et à la prochaine fois. Merci, au revoir. Thank you. Bye. Bye.